Eh toi, ouais, c'est à toi que je parle. Arrête ce que t'es en train de faire et écoute ces trois mots. Honkai Star Rail. C'est le RPG du moment auquel il faut jouer. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le TGA, iPhone et Google Play également. Et c'est même pas que ces trois là d'ailleurs, c'est le monde en général. Dès les 6 premiers mois, ce n'est pas 1 million de téléchargements, ce n'est pas 2 millions de téléchargements, c'est 80 millions de téléchargements. Oui, mais Pro, un jeu aussi génial, ça doit coûter une blinde. Je me suis pas encore remis des fêtes de fin d'année, moi. Je fais comment? Eh bien, rassurez-vous, ce jeu coûte la modique somme de 0€. Et comme on dit chez moi, gratuit, c'est pas cher. 0€ pour ce genre d'expérience? Que demande le peuple? Une mise à jour? Eh bien, ça tombe bien, vous êtes servi. Pour la première fois, un tout nouveau monde va être ajouté. Préparez-vous à décoller vers le monde captivant de Penacony, la nouvelle planète des festivités. Embarquez à bord de l'Astral Express, plongez dans un voyage sensationnel vers l'inconnu, arrêtez-vous tous les 10 secondes pour admirer ces paysages tellement ils font rêver. Et ça tombe bien, les rêves auront une place centrale dans cette épopée aussi belle que Gaimeto qui fait des pompes au clair de lune. Mais ce n'est pas tout. On aura également le droit à l'arrivée de Black Swan. Faites pas genre, elle va devenir votre waifu préférée. Malgré son apparence de petite pipounette, elle va vous en mettre plein les yeux. Dans quel sens? Oui. C'est un personnage qui utilise l'élément vent au combat et qui suit la voie de la nihilité. Pour vous battre avec, il faudra vous armer de patience car ces dégâts se font sur la durée. Comme une rupture au final. Mais ce n'est pas tout, il y aura également le personnage de Sparkle qui fait son apparition. Bon, amis fans de la culture nippone, nous savons. Sparkle est un personnage de type quantique qui suit la voie de l'harmonie et croyez-moi que vous allez vouloir l'utiliser. Et pas pour sa tenue. Pas que pour sa tenue, parce qu'elle peut régénérer les points de compétence de ses alliés, c'est-à-dire vous, mes frères, il nous la faut. Plein d'autres ajouts seront au programme, de nouvelles mécaniques pour marcher sur les murs comme un ninja, de nouveaux personnages comme un super méga portique glace qui suit la voie de la destruction. Bref, faites confiance à Hoyoverse. Connectez-vous pendant 7 jours pour obtenir 20 sous hyperespace gratuits pour invoquer Black Swan ou Sparkle. En prime, recevez le tout nouveau personnage 5 étoiles, Dr Ratio. Et d'ailleurs, vous avez même un petit bonus de 50 jets scellés en utilisant le code affiché à l'écran. Bref, cette mise à jour a l'air trop bien et j'ai hâte de manquer de sommeil à côté. 痛みを考える痛みを受け取れ痛みを知れ痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。 Wesh, canne à pêche, c'est Aspro, c'est aujourd'hui au programme. On va repartir sur une petite vidéo de tier list sur les différentes morts dans Naruto. Alors, je vais juste désamorcer vite fait. La vidéo de dimanche n'aura pas lieu. Simplement, elle ne va pas sortir. J'avais prévu de faire une grosse vidéo en fait dimanche, mais j'ai juste pas le temps. Et pour ceux qui suivent un petit peu les descriptions dans mes vidéos, vous devez savoir qu'actuellement, je suis vraiment en flux tendu. Et là, ça passe pas. Objectivement, ça ne va pas passer. Et plutôt que de forcer en fait d'aller dormir tous les jours à 5h du matin pour essayer de sortir la vidéo à temps, clairement, je vais juste la supprimer. Ce qu'on va faire, c'est que peut-être dimanche, on va sortir une vidéo plus légère, entre guillemets. Donc moins travaillée, une petite tier list, une petite vidéo réaction, ou peu importe. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas faire une vidéo, la grosse vidéo que j'avais prévue. Et puis moi, dans tous les cas, ça m'arrange un petit peu parce que j'avais envie de prendre un petit peu d'avance. Là, la vidéo de dimanche 11, elle sortira le 18. Ça fait que cette semaine, je vais travailler sur la vidéo. Et normalement, à partir du 12, elle sera déjà quasiment terminée, ce qui fait que j'aurai de l'avance. Et puis que la semaine d'après, j'aurai pas besoin de finir mes vidéos à 3h du matin. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Sachez également que la semaine prochaine, donc via l'onglet YouTube, donc communauté YouTube, je vais vous poser une question un petit peu qu'on a fait avec les incohérences de Naruto, et puis vous allez simplement répondre, et puis on va en faire une petite série de vidéos, 2, 3, peut-être 4 vidéos, ça dépendra de la quantité, et puis de comment je vais argumenter sur chaque chose, mais je pense qu'on a quand même pas mal de trucs à dire. Mais bref, aujourd'hui au programme, on va définir en fait quelle est la meilleure mort de Naruto et quelle est la pire, parce que pour une fois, on va faire les deux. Forcément, vous avez l'habitude maintenant, on va mettre tous les candidats dans la catégorie candidat, puis à la fin, on va définir qui sont les GOAT et les pas GOAT, simplement, donc le meilleur et la pire. Et le reste des catégories, bon, c'est assez explicite, hein, excellente, bonne, moyenne, bof et PTDR Teki. Enfin, quoique, PTDR Teki, en vérité, ça va être un petit peu plus compliqué. Par exemple, la mort d'Hashirama, très honnêtement, on sait pas. On sait pas, donc en vrai, on est obligé de le mettre dans PTDR Teki. On peut pas dire que c'est la pire mort, alors qu'on l'a pas vue. Pour moi, la pire mort doit être une mort qu'on a vue et qui est objectivement mauvaise. Alors, bon, après objectivement, entre guillemets, parce que bon, ça va, on va forcément avoir besoin d'un peu de subjectivité pour qualifier les différentes morts. Selon moi, en fait, les morts, pour définir une bonne mort, il y a plusieurs choses à juger, c'est-à-dire déjà l'impact qu'a eu la mort sur les personnages ou sur l'œuvre en général. C'est-à-dire que la mort de Tobirama a eu un grand impact sur Hiruzen et a eu un impact quand même sur le monde ninja parce que c'était quand même le Hokage. Il faut également que la mort soit bien mise en scène, c'est-à-dire, j'ai pas envie de prendre des exemples d'ici, mais bon, tant pis. La mort d'Azuma, en vérité, elle a été bien mise en scène, c'est-à-dire la course de Shikamaru, tout ça, vers Azuma, qui est vraiment en train de succomber et tout. Ça, c'est quelque chose qui est bien mis en scène. Et il faut également que ça ait un impact assez important en fait sur les lecteurs ou les spectateurs en fonction du format que vous regardez. Et du coup, donc,
voilà, on va essayer d'être le plus objectif possible, mais dans tous les cas, je vais être obligé d'être subjectif à certains moments, et puis bon, voilà, tant pis, c'est les règles du jeu, et puis de toute façon, vous allez avoir une tier list qui va être différente de la mienne, on va forcément avoir des désaccords, vous allez considérer que un personnage que j'ai mis en bof-bof méritait d'être en excellent, donc pourquoi pas. Ça, dans tous les cas, c'est... j'ai hâte de débattre avec vous là-dessus, mais dans tous les cas, n'oubliez pas que cette tier list, hein, c'est pas genre je balance les codes nucléaires... Je balance les codes nucléaires à tout le monde, là c'est juste je fais une petite tier list sur les différentes morts de Naruto et puis ça va bien se passer. Mais bref, on va pouvoir commencer. Sachez également, vous avez l'habitude maintenant, que je risque d'avoir le hoquet parce que là j'ai déjà la gorge super sèche, je parle super vite, je suis désolé, j'arrive pas à faire autrement. Et voilà, ça va bien se passer. Alors, j'ai pris cette tier list parce qu'en fait cette tier list, le gros avantage c'est que la majorité des personnages ont leur version Edo dedans. Parce qu'en fait, même si bon, ils sont déjà morts et du coup on peut pas considérer ça comme une mort, moi je trouve que c'est intéressant en fait de parler de leur deuxième mort, c'est-à-dire le retour au monde des morts. Je trouve que c'est intéressant. Alors, tout d'abord nous avons Azuma. Si vous me permettez, je vais juste prendre Azuma vivant en premier. Parce que j'aurai un petit peu plus de trucs à dire. La mort d'Azuma, moi, bon, elle était bien faite. En plus, c'est cool parce que c'est un personnage qu'on avait l'habitude, entre guillemets, de voir. C'est un personnage récurrent, secondaire mais récurrent, parce qu'on le voyait assez souvent avec l'équipe Shikamaru, tout ça. C'est un personnage qu'on voit mourir, et du coup, ça nous donne un petit peu plus le côté « Ah, le monde ninja, il est cruel ». Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu assez bien dans la première partie, mais il n'y avait pas beaucoup de morts importantes. En général, quand on voyait des morts, bah, c'était des morts du côté de l'ennemi. Mais ouais, j'avoue que le fait d'avoir une mort comme ça dans la deuxième partie, en plus un personnage qui était quand même un petit peu attachant, j'avoue que ça fait plaisir. Mais moi, très honnêtement, la mort d'Azuma m'a pas énormément impacté. En vrai, elle était sympa, elle était bien faite, mais elle m'a pas beaucoup impacté. Par contre, elle a impacté le personnage de Shikamaru et du coup, ça a un petit peu conditionné non seulement le personnage de Shikamaru dans l'arc avec Hidane Kakuzu, mais également par la suite où il se voyait vraiment comme étant le conseiller du Hokage. Lui, il se voyait vraiment comme littéralement comme un pion, hein, simplement. Et puis voilà. Donc en vrai, je la mettrais dans bonne, peut-être moyenne, ça dépend. Je sais qu'Azuma, c'est un personnage qui est vraiment apprécié, que je vais peut-être pas me faire que des copains là-dessus. Le problème c'est qu'en fait... Bon écoutez, je vais la mettre dans moyenne et puis dans tous les cas à la fin comme d'habitude on va relire un petit peu tout ce qui a été fait et puis on va peut-être la remonter un petit peu. C'est parce qu'en fait je vous avoue je sais pas trop où je vais classer certaines morts. La mort d'Azuma en Edo, bah en fait elle est quasiment pareille, sauf que moi à titre personnel elle m'a un petit peu plus touché parce que bizarrement la relation Azuma Shoji a été plus impactante pour moi que la relation Azuma Shikamaru. Même si en vérité objectivement non, objectivement Shikamaru Azuma c'est une meilleure complicité, une meilleure dualité, mais je préfère, enfin en tout cas en termes de mort j'ai préféré avec Shoji. Puis même l'éveil de Shoji en papillon juste avant de la mort d'Azuma, puis le petit discours en mode non mais en fait il n'y a pas besoin de discours, je vous ai déjà tout dit au moment... Enfin c'est Shikamaru qui a dit ça, mais il était en mode ouais Azuma tu nous as déjà tout dit, ça sert à rien, on a déjà entendu tes paroles, et puis là il se barre avec le sourire. En vrai j'ai trouvé ça un petit peu meilleur selon moi. Mais je pense pas que ce soit meilleur au point que ce soit dans une catégorie différente. Donc je vais la placer ici, et si à un moment je dois la remonter, je pense que ce sera plutôt celle-là. Ensuite, nous avons la mort de la femme du troisième Hokage, Biwako, et l'autre c'était Taji ou Tajin, je me souviens plus, bref. Bah en vrai de vrai, je pense qu'on va déjà mettre dans PTDRT hein. Parce que le truc c'est que ça n'a aucun impact, ça n'a littéralement quasiment pas été montré. Et en vrai, bah, est-ce que vous pouvez m'affirmer que ça a eu un impact en fait sur la série ou même sur un personnage? Parce que à la limite, le troisième Hokage a fait un petit commentaire en mode Biwako. Parce qu'il avait vu qu'il y avait le Kyuubi qui allait venir, et il a eu juste un petit commentaire en mode Biwako. Peut-être il était inquiet, mais en vrai, ça n'a eu aucun impact sur la série. Donc ouais, je peux pas dire après que ce soit une mort vraiment impactante dans le sens où... Enfin, je peux pas dire que ce soit une mort vraiment mauvaise, dans le sens où bah... C'est des personnages vraiment tertiaires, c'est même pas des personnages secondaires, c'est vraiment tertiaire et... Ouais... Très honnêtement, il y a rien. Très honnêtement, il n'y a rien, je peux pas dire en fait que c'est mauvais parce que c'est pas des personnages qui ont pour but d'être voilà, d'être impactants. C'est vraiment, je suis sûr que tout le monde se souvenait enfin que personne ne se souvenait de cette mort justement. Mais bref.
Donc ouais, selon moi, je pense qu'on peut inaugurer le PT d'Arteki. Ensuite, nous avons la mort. Alors lui, c'est Shiriku, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est Shiriku, bah écoutez, la mort est pas spécialement impactante. Je dirais un petit peu plus, je la mettrais dans Bob Bob du coup. Elle est moins impactante qu'Azuma, mais elle est quand même plus impactante que ces deux-là. Il est juste mort contre Hidan et Kakuzu. C'est un personnage qu'on a découvert en fait au moment où il est mort littéralement. Et c'est pas foufou. Ah tiens d'ailleurs, je crois que dans le manga, on le voit beaucoup moins. Parce qu'il me semble qu'il soit dans le manga. Attends, Shiriku. Il me semble qu'on le voit dans le manga, non? Ouais, c'est ça, on le voit dans le manga. Non? Si. Bon bref, dans tous les cas, c'est pas très grave, je me souviens de la partie de l'animé. En tout cas, oui, sa technique était stylée, mais ouais, sa mort était pas spécialement impactante et je pense très sincèrement que personne ne va le placer comme étant l'une des meilleures morts. Pour moi, elle est bof, à la limite de la limite. Non, en fait, je peux pas dire moyenne. Bof, en vrai, ce serait plus, ouais, entre 8 et 10, quoi. Parce qu'en vrai, elle a rien, c'est juste un personnage qui est mort, tu vois, genre... En vrai, ouais, non, je vais m'arrêter là. Je pense qu'elle mérite pas plus haut. Ensuite, nous avons la mort de Shio. La mort de Shio qui était, selon moi, extrêmement bonne. La mort de Shio qui se sacrifie pour sauver Gaara, j'ai adoré. J'ai adoré, alors, en grande partie parce que c'était grâce au personnage de Gaara, parce que bah, ça démontre en fait que le personnage de Gaara, qui était détesté de tous, qui était vu comme un monstre, au final, il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier pour lui. J'ai trouvé ça quand même plutôt cool. En plus, la scène était belle. C'est-à-dire qu'il y avait absolument tous les villageois qui étaient en mode « Oh non, Gaara, il est mort et tout, comment on va faire et tout ?» Il y a Shio qui se sacrifie, elle est aidée par Naruto, ensuite son petit discours pour dire oui, à la base, j'étais une petite vieille qui considérait que voilà, il fallait pas faire confiance aux autres villages, et puis voilà, finalement, avec le temps, j'ai réussi à changer, J'avoue, c'était quand même plutôt beau, c'était plutôt impactant, et selon moi, cette mort est quand même un petit peu meilleure que la mort d'Azuma. Selon moi, la mort de Shio, même si Shio c'est pas un personnage que j'apprécie forcément, faut reconnaître que sa mort était quand même plutôt sympathique. Ouais. De toute façon, ouais, il n'y a pas sa mort en version Edo, et dans tous les cas, sa version Edo, c'était pas terrible, ça servait pas à grand chose. Mais bref. Ensuite, nous avons la mort de Daimaito, le père du GOAT. Et bah bizarrement, je vais peut-être en surprendre beaucoup, mais je pense qu'elle est dans la catégorie bof. Pour moi, en fait, le personnage de Dai est vraiment trop cool. C'est une sorte de Daimaito, mais un petit peu différent, qui a une personnalité encore un petit peu différente. Mais sa mort, eh ben en vrai, on s'en fout un petit peu, et je pense savoir pourquoi. En fait, à partir du moment où un personnage, où on a un flashback d'un personnage qui est mort, en fait, on sait déjà qu'il est mort. Et du coup, en vrai, on s'en fout un petit peu parce qu'en fait, on connaît déjà la finalité et en fait, on attend juste sa mort. Là, sa mort, elle était un petit peu anticipée. On avait découvert... Enfin, on savait que le personnage de Daimaito n'existait pas, si tu veux. Genre, avant sa création, avant le fait que Guy utilise la 8ème porte, le personnage de Dai n'a pas été montré, si vous voulez. Et au moment où il est montré, bah, en fait, on savait déjà qu'il allait mourir, on savait déjà qu'il était mort et tout. Donc en vrai, ouais, bon, après sa mort était sympathique contre les épéistes, mais on n'a même pas vu le combat, on l'a juste vu mourir off-screen, et j'avoue, c'est pas terrible. Le personnage était très cool, sa mort était vraiment bof. Je sais pas, j'ai l'impression d'essayer de me justifier, c'est terrible, oui, forcément, faut que je me justifie, mais oui, la mort, objectivement, elle était pas folle. Le personnage est vraiment cool, hein, qu'on s'entende. Mais sa mort n'était pas au niveau du personnage. Voilà. Ah là là, le pouvoir des mecs en combinaison verte, ça me fait douter, c'est terrible. Ensuite, nous avons la mort de Dan. Alors, normalement, il y a la mort de Nawaki, je l'avais vu quelque part à un moment. Nawaki ici, je me demande si en vrai je les classerais pas en même temps, parce qu'au final, c'est un petit peu la même mort. Parce que là, normalement, elles sont classées par ordre alphabétique. Je vais les classer en même temps, je pense. Même si, en vérité... je suis en train d'y réfléchir et je me dis que ouais, non, en vérité, les deux ne se valent pas. Écoutez, la mort de Dan, elle est extrêmement cool parce qu'elle était horrible, la scène. Vraiment, on voit Dan en train de mourir, vraiment en train de mourir.
Et il dit à Tsunade, oh non, je ne dois pas mourir tout de suite, j'ai encore tant de choses à faire. Hein, Tsunade, je ne vais pas mourir. Et Tsunade avec son petit sourire rassurant en mode, non, t'inquiète pas, tu vas pas mourir. Alors qu'en fait, sur son village, ça se lit qu'il va mourir. Elle a ses mains en sang. Ensuite, bah, du coup, c'est ça qui lui a fait découvrir qui lui a fait obtenir cette phobie du sang. Ça a eu un impact énorme sur le personnage de Tsunade. Tsunade, elle était traumatisée. C'est ce qui lui a donné l'idée selon laquelle devenir Hokage, sacrifier sa vie et tout, c'est nul et tout. Ouais, non, en vrai, la mort, elle était excellente. La mort de Dan, selon moi, elle est excellente. Excellente ou bonne, ça dépend. Ça dépend du point de vue. En fait, ça va dépendre de ce que je vais mettre en excellente. Mais ouais, pour moi, la mort de Dan, elle était vraiment exceptionnelle. Alors que la mort de Nawaki, même si dans le fond c'est plus ou moins le même délire, ça conditionnait Tsunade à ne plus respecter le poste d'Hokage, ça l'a mal fait tourner, c'est grâce à Nawaki et Dan que simplement qu'elle reprend espoir en Naruto, parce qu'elle se dit oui mais du coup Naruto a le même rêve que mon fiancé et puis mon petit frère. Et du coup voilà, ça lui redonne un petit peu espoir, mais la mort de Nawaki en fait c'est plus les circonstances en fait. Il est mort off-screen dans le manga. Et dans l'animé, en fait, on sait qu'il a marché sur une bombe. Tu vois, genre la mort, mais pourrie, quoi. Et selon moi, en fait, cette mort souffre de la comparaison avec celle de Dan. Celle de Dan était genre quand même infiniment meilleure. Et du coup, celle-ci a passé un petit peu la trappe. Et ça va peut-être paraître un petit peu sévère, ce qui va se passer. Mais pour moi, elle est presque en bof-bof, voire PTDRTK, voire peut-être même en candidat. Parce que pour moi, cette mort, elle a vraiment... De base, elle a un impact, mais en fait, le fait de passer après cette mort, c'est fini. Attention, hein, qu'on soit d'accord, passe après cette mort dans cette tier list. Parce que, non, il me semble que d'abord, le frère est mort, et ensuite, Dan, Ouais, il me semble que c'est ça, parce que justement, les deux étaient reliés, parce que Dan avait également perdu sa sœur, et Tsunade avait perdu son frère. Du coup, il s'était rapproché par rapport à ça. Mais ouais, pour moi, en vérité, ça mériterait presque son titre de candidat, tellement, en fait, la mort n'apporte rien. Parce qu'en fait, je pense que si Tsunade avait juste perdu Dan, je pense que ça aurait été exactement pareil. Donc, en vrai, je vais la laisser en bof-bof pour l'instant, et puis je vais peut-être la descendre un petit peu après. Ensuite, nous avons la mort de Danzo. Oh là là. La mort de Danzo, elle est exceptionnelle. Vraiment, elle est exceptionnelle. C'est en fait, je pense, l'apothéose de l'écriture de ce personnage, c'est-à-dire un personnage qui est un petit peu vieux, un petit peu archaïque, qui utilise des méthodes d'un ancien temps, mais qui malgré tout, malgré sa dureté d'apparence, fait quand même tout pour sauver son village, Il était face à Sasuke et Madara, les deux menaçaient la paix du village, il était en mode vas-y je vais affronter les deux, je vais éliminer les deux, il voulait même conserver du chakra pour affronter un mec qui s'autoproclamait Madara, il était vraiment en mode il y a Madara, l'homme qui fait trembler le monde ninja, moi je vais l'affronter, tu vois, donc c'était quand même quelqu'un qui malgré tout était quand même capable de prendre ses responsabilités. La mort était, je vais pas dire qu'elle était touchante, mais il y a quand même eu un petit flashback où on voit un petit peu d'où il vient, un petit peu le mec il s'est toujours senti derrière Hiruzen, et puis là au dernier moment il s'est dit allez vas-y, même si je suis derrière toi j'y vais quand même, je meurs en shinobi parce que c'est ce que je suis, c'est ce que mes parents étaient, et c'est ce que tu étais, donc j'y vais moi aussi. J'avoue, la mort elle était vraiment trop cool, et puis c'était un personnage qui était quand même ultra détesté, et le fait de voir un personnage aussi détesté mourir, ça fait un petit peu plaisir. Moi très honnêtement, si vous voulez, Danzo, je voulais vraiment qu'il meure. Et au moment de sa mort, j'ai eu un petit peu d'empathie pour lui. Donc, selon moi, la mort de Danzo était également excellente. C'est vraiment une très très bonne mort. J'arriverai pas à dire si la mort de Danzo est meilleure que celle de Dan. Mais en vrai, elle mérite peut-être pas sa place dans les candidats, mais en vrai, elle était vraiment très très bonne. Ensuite, nous avons Deidara, donc avec son attaque kamikaze. Un peu difficile à juger celle-là. Parce qu'en vrai, ça raconte pas grand-chose. Ça raconte juste, voilà, un Deidara fidèle à lui-même qui se sacrifie pour son art, qui se sacrifie pour ce en quoi il croit. Il est prêt... Je pense que le fait qu'il se sacrifie, c'est vraiment causé par le fait que Sasuke possède les mêmes yeux qu'Itachi. Et du coup, ça lui a fait un petit écho à son combat. Et du coup, j'avoue, c'était un petit peu sympa. Mais pour moi, la mort de Deidara, autant elle était spectaculaire, autant elle a pas fait grand chose dans l'univers de Naruto. Donc à la limite, soit je... Elle est passée où ? Allez, soit je la mets en bof-bof, soit je la mets en moyenne, mais je pense
pas qu'on puisse dire qu'objectivement elle soit vraiment bonne. Il y a des gens, attention, je vais la mettre en moyenne je pense. Il y a des gens qui vont pouvoir la considérer comme excellente parce qu'ils adorent le personnage de Deidara. J'adore moi-même le personnage de Deidara. Mais c'est vrai qu'objectivement la mort aurait pu être un petit peu plus profonde. On aurait pu voir un flashback de là où il vient exactement, de pourquoi il fait ce qu'il fait, pourquoi potentiellement il est autant fan d'art. J'avoue, ça aurait pu être un petit peu sympa. Mais bon. Ensuite, nous avons Dosu. Alors, Dosu, le gros avantage, c'est que j'y ai réfléchi en fait en amont. Parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo sur sur l'examen de Chunin. Donc la deuxième partie où j'ai un petit peu saucé Dosu. J'ai fait la semaine dernière une vidéo sur sur l'examen écrit dans Naruto et j'ai encore une fois saucé Dosu. J'ai fait une vidéo sur les 30 scènes censurées et j'ai encore parlé de Dosu. Donc j'ai beaucoup parlé de Dosu récemment et je vous avoue que sa mort elle est encore très très fraîche dans ma tête et je sais exactement où elle va passer dans Candida. En fait, le problème de la mort de Dosu, contrairement aux morts qui est juste au-dessus, par exemple de Byakuo et Taji, en gros, Dosu c'est un personnage qu'on a vu. C'est un personnage qui était un des méchants secondaires d'un arc. C'est un personnage qu'on voyait de manière récurrente dans cet arc. Et c'est un personnage qui avait de l'ambition, qui avait vraiment un but, un objectif. Au début, il était en mode, bah vas-y, je suis l'élève d'Orochimaru, je veux faire ce qu'il me dit, c'est-à-dire d'essayer de pousser Sasuke dans ses retranchements. Et ensuite, il a remarqué que Orochimaru vraiment se servait de lui et puis qu'il était en mode non mais ta vie n'a aucun intérêt pour moi je veux juste Sasuke. Et du coup, on sait pas trop s'il voulait prouver qu'il était plus digne que Sasuke de l'attention d'Orochimaru ou alors qu'il était vraiment en mode vas-y Orochimaru, je vais te soulever. Mais dans tous les cas, il y avait quelque chose. Il y avait un but, il y avait un intérêt. Le personnage de Dosu était censé évoluer. Sauf qu'il se fait éliminer par Gaara totalement off-screen. On voit juste en fait le début et la fin du combat. Et c'est tout. Et en fait, j'ai vraiment cette sensation que le personnage de Dosu n'avait rien d'autre. C'est genre, il avait en fait un potentiel et on n'a pas du tout capitalisé dessus. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc pour moi, ouais, c'est peut-être l'une des pires morts, peut-être même la pire mort. C'est pour ça que je la mets en candidat. À voir, parce que c'est toujours difficile en fait de dire qui sera la pire des morts. Mais je pense très sincèrement que celle-ci va être plutôt haute. Ce sera peut-être même la seule d'ailleurs, mais bon, bref. En tout cas, Dosu, à mon avis, méritait une meilleure mort. Ensuite, nous avons Fugaku et Mikoto, donc les parents d'Itachi et Sasuke. Je pense que ça fait plus référence aux parents et non pas le clan Uchiwa en général. Dans tous les cas, je pense que ça n'a pas changé grand-chose. La mort était horrible. La discussion Fugaku qui dit non mais par contre voilà, on a beau avoir des différences, je ne me battrai pas contre mon fils, va te faire foutre, tiens vas-y, prends ma tête, je m'en fous. Clairement la mort est exceptionnelle, les larmes d'Itachi, Itachi, malgré nos différences, tu as toujours été un gentil garçon, juste promets-moi de prendre soin de Sasuke. Non, c'était horrible. C'était horrible, non seulement ça a eu un énorme impact sur la série, ça a eu un énorme impact sur le personnage d'Itachi et de Sasuke, mais en plus ça a été fait de manière magistrale. Je pense très sincèrement que là on est peut-être sur le premier candidat. Si c'est pas candidat, c'est au minimum excellent et c'est meilleur que ces deux-là. Je vais mettre en candidat, dans tous les cas, je vais peut-être la diminuer un petit peu par la suite, mais vraiment la mort des parents Uchiwa, là, c'était absolument terrible et je pense que tout le monde était... on a tous un petit pincement au cœur en fait au moment de cette scène. Et je pense vraiment que le meilleur des moments, c'est quand Fugaku il dit à Itachi non mais par contre je me battrai pas contre toi. Je peux pas. Je peux pas. Pourtant, les deux ne semblaient plus si proches que ça, mais vraiment, Fugaku, il est en mode non, je ne pourrais pas. C'est physiquement, psychologiquement, c'est impossible. Et ça, du coup, j'avoue que ça mérite sa place dans les candidats. Ça a peut-être pas gagné, mais au moins, ce sera dans les candidats. Ensuite, nous avons la mort de Fukasaku. Alors, la mort de Fukasaku, très honnêtement, on s'en fout. On s'en fout parce que bon... C'est un personnage qu'on aime bien, il est un peu rigolo, tout ça, mais quand Pain l'a tué, en vérité, même le personnage de Naruto, on n'avait rien à faire. Parce que le problème, c'est qu'il n'avait pas eu le temps, il s'est fait transpercer, puis ensuite, Pain l'a directement chopé, il l'a cloué au sol, donc ouais. Qu'est-ce que tu voulais faire? Et en plus, juste après, il y a eu la mort d'Hinata, donc... Ouais, je suis en train de vérifier s'il y a... Ouais, non, il n'y a pas ça. J'étais en train de vérifier si justement il y avait la mort d'Hinata. Parce
que ça aurait conditionné un petit peu mon avis par rapport à ça. Mais ouais, je pense que la mort de Fukasaku n'a rien apporté dans l'œuvre. Et contrairement à Biwako, c'était un personnage qu'on avait vraiment vu, c'était un personnage qui à un moment était récurrent dans la série, donc je me demande si en vérité on serait pas là également sur un candidat. Après, le gros avantage de Fukasaku, c'est que c'est pas un véritable personnage... c'est pas un personnage par entière, c'est une grenouille si vous voulez, donc je sais pas si vous arrivez à avoir le même poids en fait de préférence pour les personnages un petit peu invocation et les personnages humains, mais en tout cas ouais, la mort de Fukasaku clairement, je vais pas dire que ça méritait mieux parce que non, ça méritait pas mieux, c'était Fukasaku c'est pas un personnage qui a changé la vision de l'arc, mais en tout cas ça aurait pu être un petit peu mieux fait, on va dire. Peut-être un petit peu plus d'impact, genre le personnage de Naruto. Non, Fukasaku ne meurt pas, non, bouche à bouche. Peut-être un truc comme ça. Mais en tout cas, là, ouais, ça n'a pas été foufou, candidat ou alors pété des RTK, mais... le problème, c'est qu'en fait, lui, on le voit beaucoup plus dans la série, donc en vrai, je pense que c'est plus candidat, ou alors il faudrait vraiment une catégorie genre mauvaise, en mode c'est mauvais. Mais ouais, pour moi, à la limite, ça peut passer ici. Ensuite, nous avons la mort de Fou. Alors, la mort de Fou, hein, tout simplement, on l'a vu dans un arc... Enfin, on l'a vu, entre guillemets, dans un arc hors série, mais pas dans le manga, c'est... Puis même dans l'anime, quoi. Ça a été dit. Non, pour moi, c'est pété d'Arteki, et malheureusement, j'ai l'impression que tous les Jinchuriki, ça va être la même chose. Hein. Le truc, c'est quoi, on l'a vu... Enfin, on connaît le personnage de Fou. Si on a vu que le manga, on connaît le personnage de Fou. Oui, parce que du coup, je vais prendre en compte que le manga, hein, bien évidemment. C'est juste certaines scènes vont me faire rappeler l'anime, mais ça va majoritairement être le manga qu'on va prendre en compte. Dans le manga, en fait, on l'a vu en Edo, et c'est tout. C'est tout. Alors, on a des petits bribes de personnalité, genre dans le databook, on sait que voilà, elle a une personnalité super joyeuse, tout ça. Mais c'est tout, tu vois, genre tu peux pas en fait dire non, la mort elle était triste parce qu'en fait on l'a pas vue, ouais, non. Puis même une mort n'est triste que parce que le personnage justement est attachant. Là, Fou, personne connaît Fou. Donc en vrai non, franchement péter d'Arteki ça lui va parfaitement bien. Ensuite nous avons la mort de Gaara. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, il y a deux axes de lecture en fait. Soit je prends la partie ultra subjective et je me dis oui, ça m'a fait quelque chose parce que le personnage de Gaara, c'est un personnage qui était incroyable. J'aimais beaucoup le fait qu'il meure justement parce qu'il a sauvé son peuple. Hein. C'est parce qu'il a sauvé son peuple qu'il s'est fait capturer et par extension qu'il s'est fait tuer. Mais la mort n'était... il s'est juste fait extraire son bijou, vous voyez, enfin... s'est fait extraire le bijou, ensuite il est resté mort longtemps. Ça a eu beaucoup d'impact sur le personnage de Naruto et puis un petit peu sur les membres de Suna. Enfin, quand je dis un petit peu, ça a été montré juste un petit peu. C'est surtout Naruto qui a beaucoup subi en fait cette mort. Mais ouais, en dehors de ça, je trouve que c'est peut-être pas au niveau de Danzo par exemple. Donc pour moi, elle va être bonne, peut-être un peu meilleure que celle de Shio. Mais après, je pense que c'est aussi parce que j'étais persuadé que Gaara allait survivre. Genre, même si c'était indiqué qu'il était mort, j'étais persuadé qu'à un moment il allait revenir. C'était avant, c'était avant qu'on découvre le délire de vas-y, je peux te ramener à la vie grâce à ma technique de soin de Shio. Mais en vrai, ouais, je pense que c'est surtout parce que dans ma tête, j'étais persuadé que Gaara allait s'en sortir. Ça me paraissait trop bizarre en fait qu'on conserve son cadavre aussi longtemps et qu'on nous le montre autant. Je pense que c'est surtout par rapport à ça. Parce que le truc, c'est que ouais, dans ma tête, j'étais en train de me demander pourquoi en fait je suis pas un gros fan de cette mort. Je pense que ouais, c'est par rapport à ça. D'ailleurs, dites-moi également si vous aviez eu cette sensation. Est-ce que vous pensiez que Gaara allait vraiment mourir? Parce que moi, pas une seconde. Ouais. Ensuite, écoutez, je vais parler des deux en même temps. Ginkaku, très honnêtement, eux, c'est pété les RTK. Non seulement leur première mort, on l'a littéralement pas vu, on sait même pas dans quelles circonstances ils sont morts. Et la deuxième mort, c'était en mode allez, vas-y, boum, t'es scellé. Au revoir. Ok. En plus, c'était trop rapide, c'était fait par des personnages qui n'étaient pas très intéressants. À la limite, on aurait pu rendre ça un peu plus cool si on avait eu un peu plus de background, par exemple. Ouais. Non, en vrai, je pense à pas grand chose, mais.
Ouais, non, si on avait eu un petit peu leur histoire, pourquoi c'est devenu les... Ouais, pourquoi ce sont devenus vraiment les plus gros criminels. Enfin, on sait pourquoi c'est devenu les criminels, mais leur cheminement, pourquoi ils sont passés de ah bah tiens, vas-y, je suis un ninja de Kumo à je suis un déserteur de Kumo à je suis la plus grosse raclure de Kumo. Ça, j'avoue, ça aurait pu être un petit peu plus cool. Mais j'avoue que le fait que ce soit aussi peu mis à l'écran, parce que même leur mort en Edo Tensei, parce que je suppose que là c'est leur mort qui est montrée, bah en fait, le fait qu'ils aient aussi peu de choses à montrer, bah en vrai. Ouais, non, je peux pas les prendre au sérieux, leur mort. Donc en vrai, bof. Ensuite, nous avons le fameux Aku. Je vais parler d'abord de la mort dans l'animé, enfin dans le manga en version vivante. La mort d'Aku, selon moi, mérite au moins la place de candidat. La mort d'Aku, elle est absolument terrible parce qu'en fait, dès le début, dès la première fois qu'on voit Aku, donc quand il parle avec Naruto, en vrai, on l'aime bien, le personnage, parce que c'est quelqu'un qui, ça se voit, c'est quelqu'un de doux. C'est quelqu'un qui a aidé Naruto, qui lui a dit « Ah, mais tu sais, si tu as quelqu'un de cher à ton cœur, tu vas pouvoir devenir vraiment très puissant et puis tu vas pouvoir avoir un but dans la vie, tout ça, c'est vraiment trop bien. » Ensuite, on le voit se battre contre Naruto et Sasuke. Ensuite, vraiment, les deux se font dérouiller, mais il les laisse en vie parce que vraiment, ils se battaient pas à fond. Ensuite, ils se sacrifient. Et vraiment, à ce moment-là, on se rend compte à quel point Aku est un personnage qui était vraiment trop cool. Et sa mort a eu un énorme impact en fait sur le personnage de Naruto parce que c'est comme ça que Naruto s'est dit ah ouais mais un ninja c'est un outil et moi j'ai pas envie de non j'ai pas envie de vivre ça, moi Hokage ça se passera pas comme ça. Aku c'était un méchant mais en vrai je l'aime beaucoup, non sa mort me servira de leçon, non. Donc en vrai il y a eu un énorme impact, ça a été super touchant, ça a été super bien fait, voilà. Et très sincèrement je vais peut-être même placer la mort de Zabuza en même temps. Parce que pour moi, en fait, c'est... va falloir que j'en parle les deux. Et la mort de Zabuza a peut-être un petit peu moins d'impact. Mais elle était vraiment extrêmement cool. Ouais, en fait, c'est juste que ça raconte moins de choses. Personnellement, j'ai peut-être préféré la mort de Zabuza de manière purement personnelle. Mais je trouve que la mort d'Aku était quand même un petit peu mieux faite. Concernant leur version Edo, je vais les classer dans bonne, je pense. La mort de Zabuza dans bonne. Parce que du coup, j'ai beaucoup apprécié le délire Kakashi, il faut que tu nous tues, tout ça, c'était sympa. La mort d'Aku, peut-être un petit peu moins, j'ai peut-être un petit peu moins apprécié parce qu'au final c'était un petit peu une redite de ce qui a été fait, même si j'avoue que j'ai beaucoup aimé le fait qu'Aku se libère en fait du contrôle de Kabuto, ce qui montre vraiment sa volonté de protéger Zabuza. Non, vous savez quoi, je vais la laisser en bonne, mais ouais, selon moi la mort d'Aku était meilleure que celle de Zabuza. Puis ouais, il y a eu quand même pas mal d'impact sur la série. Et puis je pense que c'est grâce à ces morts-là que j'ai commencé à vraiment apprécier Naruto. Pour moi, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais la mort de Zabuza, c'est le moment où j'ai vraiment apprécié Naruto. Et la mort d'Aku, au final, c'est plus ou moins le même moment. Donc en vrai, t'as capté, ça va être ici. Ensuite, nous avons Anne. Bah écoute, Anne, c'est pareil. Hein. Anne... Et est-ce que quelqu'un peut me dire comment est mort Anne? Il y a des théories qui disent que c'est potentiellement Conan qui s'en est occupé, mais en vrai... Voilà. C'est dommage parce qu'en plus, Anne... Physiquement, je trouve qu'il est vraiment original et je trouve qu'il a un style de combat assez stylé. C'est vraiment dommage qu'il soit aussi peu montré, c'est-à-dire quasiment pas. Mais bref. Ensuite, nous avons la mort d'Hanzo. Ah, alors là, attention, ça va être exceptionnel. Je crois que normalement, les personnages, quand ils meurent et qu'ils reviennent à la vie, donc en Edo, et qu'ils meurent une deuxième fois, en général, leur mort est plus impactante la première fois. Mais dans ce cas très précis, je trouve que la mort d'Hanzo en Edo est meilleure que la mort d'Hanzo classique. Parce que la mort d'Hanzo classique, elle était vraiment cool, c'est-à-dire... on nous porterait quelqu'un qui est exceptionnellement puissant, qui est un homme de valeur, qui est... Oh, attention, Hanzo, c'était le chef absolu du village, c'était lui qui était capable, avec sa petite nation, de tenir tête aux grandes nations, c'était quelqu'un qui imposait le respect de tout le monde, et notamment de Yaiko de l'Akatsuki, et même de Jiraiya d'ailleurs. Et le voir en fait aussi misérable à la fin, parce qu'il a perdu ses convictions, parce que vraiment il s'est fait engrainer dans ce système ninja pourri, j'avoue c'était vraiment trop cool. Donc en vrai, pour moi, elle est bonne.
Mais sa mort en Edo, quand il retrouve ses convictions, quand il se libère lui-même du contrôle de Kabuto et qu'il arrive justement à se suicider, qu'il arrive... En plus, on voit son flashback et tout. Avec le flashback, c'était 1000 fois mieux. Pour moi, cette mort, elle est excellente. La mort d'Hanzo. Hanzo, c'est vraiment un personnage que je surkiffe, à mon avis, bien plus que beaucoup de personnes. Et je pense... non, je vais pas dire qu'il fait partie de mes personnages préférés non plus. Mais en tout cas, c'est un personnage, je rêverais. Mais vraiment, je rêverais. Il fait partie de mon top 2 des personnages que je rêverais voir en action avec Sakumo attaqué. Parce que Hanzo, c'est un personnage qui a absolument tout pour play. Et je suis dégoûté qu'on n'en ait pas eu plus. J'espère vraiment que ça m'étonnerait que dans Boruto on en parle. Parce qu'en vrai, cette histoire, elle est terminée. Mais si l'auteur, il pouvait nous faire des petits spin-offs ou quoi que ce soit, je rêverais qu'il y ait Hanzo, pardon. Hanzo. En plus, cet enfoiré, il fait vraiment partie d'une catégorie très particulière avec Sakumo, vous savez, genre les Sannin++, et c'est vraiment dommage qu'on l'ait pas vu. Ça me fait trop mal. Mais en tout cas, pour moi, sa mort était absolument excellente, et je sais que beaucoup vont trouver que la mort d'Hanzo, que ce soit en étant vivant ou en étant Edo, mériterait pas d'être aussi haut, mais très honnêtement, c'est une mort qui a absolument tout. Donc en vrai, je suis obligé de le placer là. Ensuite, nous avons Hayate. Alors, dans le manga et dans l'anime, c'est un petit peu différent. Dans l'anime, il me semble qu'on a eu une scène dans un hors-série qui était un petit peu plus longue, où on voit un petit peu plus sa mort. Et on découvre même un petit peu plus le personnage. Mais dans le manga, bof. C'est pas une mort qui est très impactante. C'est un personnage qu'on s'en fout un petit peu. Et en plus, ouais, c'est aussi le gros désavantage, c'est qu'il est mort vraiment de manière hors caméra. C'est-à-dire, Baki lui lance sa lame de vent, et c'est tout. Genre, on voit même pas l'attaque et tout. Donc ouais, c'est un petit peu terrible et je suis pas forcément fan. À la limite, le seul moment où j'ai trouvé ça un petit peu touchant, c'est quand il y a sa copine qui dit Hayate. Voilà, à la limite, ça c'était un petit peu prenant, j'avoue. J'étais en mode bah oui, Hayate, c'est dommage, il est mort, mais bon. Ouais, je pourrais pas le placer plus haut à mon sens ou alors si je le place plus haut, il faudrait que je replace par exemple la mort de Dai un petit peu au-dessus, mais j'ai pas forcément envie de le faire. Ensuite, nous avons la mort d'Idan. Idan. La mort, elle est cohérente avec le personnage et j'ai trop... Enfin... Attention, il me semble que l'auteur avait indiqué dans une interview qu'Idan, en fait, il est effectivement mort, mais il est mort de faim. Ma théorie, c'est parce qu'en fait, Idan, pour rester immortel, il faut qu'il fasse ses prières à Jashin. Et là, du coup, il pouvait plus, parce qu'il n'y avait plus de sacrifice et tout. Et à un moment, il perdait son immortalité. Sauf que bon, on va dire qu'il peut vivre sans sa tête, parce que voilà, il a quand même les vestiges de cette pratique. Par contre, il a quand même besoin de se sustenter pour survivre. Et voilà, la mort de faim me semble plutôt logique comme ça. Voilà, j'ai essayé d'expliquer un petit peu la mort d'Idan. Et j'avoue qu'en ayant ça en tête, je me dis que sa mort, elle est un petit peu... elle est moyenne au moins, parce qu'en vrai, elle était quand même plutôt bien faite. J'ai adoré le fait que jusqu'au bout, il était en mode « Ouais, je vais quand même te buter, je vais trouver un moyen de sortir. Même si là, je n'ai qu'une tête, je vais trouver un moyen de sortir et je vais t'arracher la tienne. » Donc à Shikamaru. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Puis voilà, ça fait le côté un petit peu réparateur. C'est vrai que le fait qu'il tue Azuma, on était en mode « Non, c'est un enfoiré et tout ça. » Et le fait qu'il meurt comme ça, c'est en mode « Yes, il paye enfin. » Et j'avoue que ça donne un petit côté jouissif à cette mort, un petit peu comme celle de Danzo. Donc ouais, la mort du Dan, je pense la placer ici dans moyenne, et puis voilà. Ensuite, nous avons la mort d'Hiruzen. Alors là... ça va faire débat. Ouh là là, ça va faire débat. Selon moi, la mort d'Hiruzen est absolument phénoménale. Elle est au minimum excellente, mais je me demande si elle passerait pas en candidat. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la mort d'Hiruzen... Hiruzen, il était montré comme le Hokage... Le Hokage qu'on suit vraiment depuis le premier épisode, le Hokage qui était le petit pépé un petit peu pervers, un petit peu rigolo qu'on voit, qui est toujours là, qui a en fait ce côté qui est rigolo, donc qui se prend pas au sérieux, mais d'un côté qui va avoir un autre côté super sérieux, qui est capable de tout sacrifier pour son village, pour ses habitants et tout. Et sa mort en fait était absolument magnifique, le moment où il rend son dernier souffle et qui voit en fait Orochimaru jeune, il se souvient en fait du côté positif du moment où Orochimaru n'était pas encore psychopathe. Il préfère se souvenir de ça, de garder en tête au dernier moment la mort de son élève bien-aimé, enfin la vision de son élève bien-aimé plutôt que du psychopathe qui l'a tué, et j'avoue que c'était quand même plutôt cool. Notamment le fait,
Surtout qu'en plus, juste après, il y a eu l'enterrement du 3e Hokage. Ah, c'était dur. C'était une scène qui était assez dure où tu vois tout le monde pleurer, tout le monde ramener une petite fleur sur sa tombe. Tu vois Jiraiya, oh là là, je crois que c'était Jiraiya le pire dans cette scène. Lui, il était pas à l'enterrement parce qu'en vrai, il s'en bat un petit peu les steaks, mais il était au niveau du terrain d'entraînement et il était avec les poteaux et il se remémore en fait une petite scène avec Hiruzen, c'était légendaire. Ah non, non, je suis désolé, je suis obligé de le placer là. En fait, si je place Haku dans Candidat, je suis obligé de le placer ici. Pour moi, la mort d'Hiruzen était... Il y a tout, il y a tout. Je sais que le personnage d'Hiruzen, c'est pas forcément le personnage le plus apprécié. Et qui dit mort, enfin qui dit meilleure mort, dit forcément personnage super apprécié. On parle des Itachi, des Jiraiya, tout ça. Mais en termes de construction, la mort du 3e Hokage est absolument phénoménale. Alors, j'étais un petit peu persuadé qu'il allait mourir en fait à partir du moment où il a affronté Orochimaru. Je m'en doutais un petit peu. Un personnage aussi vieux en général dans les combats, bah, ça ne survit pas. Mais il a été jusqu'au bout, il est vraiment mort en donnant tout ce qu'il a. Il a pu protéger une dernière fois son village et j'avoue que... En fait, le simple fait qu'il puisse protéger une dernière fois son village malgré son âge, malgré sa diminution physique, et le faire avec le sourire à la fin, j'avoue que ça mérite d'être dans Candidat. Je me suis beaucoup excité pour sa mort, je suis désolé. Mais en vrai, selon moi, c'est peut-être même la meilleure des morts parmi ces trois-là. Pour moi, elle était peut-être même encore plus touchante que les parents d'Itachi. Mais bref, ensuite nous avons la mort du père de Neji. Elle était sympa. En vrai, elle était sympa. En plus, ça nous pose une question philosophique parce qu'il y a des courants philosophiques qui disent que le destin, en fait, c'est le fait de faire un choix. Et puis même s'il était réduit en esclavage, on va dire, par la branche principale, le fait de choisir de mourir, en fait, c'est un choix qui fait qu'il s'échappe à son destin. Je pense que c'est par rapport à ça que l'auteur a créé du coup cette histoire de destin, de briser les chaînes de la destinée, tout ça. Donc, ouais, en vrai, la mort était vraiment sympa. Pour moi, elle était bonne, parce qu'en plus, ça a bien conditionné le personnage de Neji, et d'ailleurs, il a même reproduit ça par la suite. Donc, ouais, mais lui, il l'a reproduit, mais pas pour les mêmes circonstances. Donc, en vrai, ouais, pour moi, la mort, elle était vraiment bonne. C'est juste un petit peu dommage qu'on ne l'ait pas vu plus. Mais en fait, le fait qu'on ait eu le personnage de Neji et le personnage d'Hinata, en fait, ça aide à faire passer un petit peu plus la pilule. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'avait pas eu autant le personnage de Neji et le personnage d'Hinata, ce personnage l'aurait mis peut-être en PTDR Teki. Mais le fait en fait qu'on puisse faire justement le lien avec cette histoire des Yuga, cette relation Neji-Hinata, en vérité, c'est quand même plutôt cool. Donc en vrai, je la place en bonne. Ensuite, lui, Moustachu, si je dis pas de bêtises, c'est le père d'Iruka. J'ai plus son nom par contre. Et il me semble, ouais, il y a aussi sa mère. Donc on va classer les deux en même temps parce qu'en vérité, les deux sont vraiment au même niveau. J'ai envie de vous dire, ça va dans bof. Pas PTDR Teki parce que même si c'est des personnages dont on n'a pas forcément le nom, ça a quand même eu un sacré impact, si vous voulez, sur le personnage d'Iruka. Parce qu'en fait, le fait que ces personnages soient morts, ça fait qu'Iruka était en mode bah vas-y, je vais faire des bêtises pour attirer l'attention, et du coup en fait il a vécu ce qu'a vécu Naruto, et en fait c'est grâce à ce vécu et grâce au 3e Hokage qu'Iruka s'est dit bah vas-y, je vais faire en sorte de pas reproduire ce que j'ai vécu avec Naruto, et du coup bah il s'est un petit peu attaché à Naruto, et ça fait que Naruto n'est pas tombé dans le côté obscur de la force, parce que n'oubliez pas que Naruto a eu Iruka. Il a pas pété un plomb parce qu'il y avait Iruka. Gaara, lui, n'avait personne, tout le monde l'a traité comme un monstre, et il a pété un câble, et c'est devenu genre le monstre du village. Donc imaginez s'il n'y avait pas eu Iruka, et s'il n'y avait pas eu la mort de ces personnages, peut-être que Naruto aurait pété un câble, et Naruto serait devenu vraiment un monstre, et bah voilà. Donc en vérité, il y a eu quand même un sacré impact, non seulement sur le personnage d'Iruka, mais plus largement sur le personnage de Naruto. Et la mort était quand même un petit peu sympa, parce qu'on voit des personnages mourir face à Kyuubi, et qu'on les voit vraiment mourir. Donc en vrai, j'avoue, j'ai un petit peu apprécié. La mère d'Iruka, c'était un petit peu plus touchant, parce qu'elle était vraiment sur lui en train de mourir, que le père, il était en mode non, vas-y, barre-toi, nous on va te protéger. Donc il était un peu plus solide, mais bon. Dans tous les cas, je pense que c'est plutôt cohérent. Alors je me demande si je mettrais pas une catégorie entre les deux, parce que je suis en train de me dire que mettre Dai au même niveau que ces deux-là, c'est peut-être un petit peu abusé. Pour moi, en vérité, Dai pourra peut-être passer en moyenne. Là, les autres, je suis sûr, c'est en bof. Ouais, non, en vrai, je vais mettre Dai easy. Ensuite, nous avons Inoichi. Alors,
on va pouvoir regrouper également parce qu'il y avait Inoichi, Shikaku et laissez-moi vérifier si elle est pas... ouais, si elle était dans le truc. Il me semble qu'il y avait personne d'autre. Ouais. Alors, la mort, si vous vous souvenez pas, c'est Jubi qui a lancé une bombe bijou sur le quartier général. Et ils sont morts. Il y a eu il y a eu ces personnages qui sont morts et il y a eu une discussion rapide. Alors, autant elle, je crois que c'est Mabui. Ouais, c'est ça. Mabui, elle, on n'a littéralement rien vu, donc sa mort, à la limite, on s'en fout. Donc en vrai, elle va aller dans PTDRTK. Elle a aucune histoire, aucun impact, si vous voulez, sur... Enfin, sa mort n'a aucun impact sur la série. Inoichi, c'était sympa parce que du coup, il a pu faire son petit discours à... Bah en fait, Shikaku aussi. Non, les deux, en fait, je pense qu'ils sont au même niveau. Shikaku était juste un petit peu plus drôle, mais... Non, en vrai, les deux ont eu un impact assez... Non, je sais. Inoichi, je vais la placer en moyenne, parce qu'en vrai, sa mort était sympathique. Sympathique, c'est-à-dire, ça n'a pas eu un gros impact, parce que bon, ça a fait pleurer Ino, mais quelque part, à son air mise, et puis de toute façon, c'est ce qu'il fallait, fallait grandir, surtout sur le champ de bataille, là, c'était obligé de grandir tout de suite. Et la mort était sympa, parce qu'il a accepté son destin jusqu'au bout, et il était en mode, bah vas-y, de toute façon, je vais transmettre le dernier message, ça va bien se passer. Et Shikaku, ça va être un petit peu plus, parce que, alors... C'est pas tant la mort, parce que la mort au final c'est la même dans les mêmes circonstances, il était juste un petit peu plus drôle, mais au final le message c'était le même. À la seule différence c'est que Shikaku, vu qu'il a eu un plus grand impact sur la série, donc notamment avec sa relation avec Shikamaru, vu qu'il a eu un plus gros impact, du coup sa mort a été un petit peu plus touchante. Et je pense que, ouais, selon moi ça mérite d'être un poil plus haut. C'est peut-être pas dans le top tier de la catégorie bonne, mais en tout cas ce sera un petit peu au-dessus d'Inoichi. Je pense que c'est la meilleure mort parmi toutes celles de cette catégorie. Donc ouais, pour moi Shikaku là il est un petit peu au-dessus. Ensuite nous avons le Solo King Itachi. Ah, aïe 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 aïe. Bah écoutez, là je vois que je suis à une quarantaine de minutes de vidéo. Ensuite... Bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Candidat. Et je pense que je vais m'arrêter là. Alors, parce que du coup il y aura beaucoup à dire. J'ai placé les deux en candidat. En fait, il y a une raison qui est plutôt simple. Itachi, quand il est mort la première fois... C'était tout un build-up. De toute façon, je sais même pas pourquoi je vais argumenter. Tout le monde sait pourquoi ces deux scènes sont géniales, donc je sais pas pourquoi. Mais dans tous les cas, je vais quand même le faire. Il y a eu un build-up. On s'est dit, Itachi, c'est vraiment le plus grand foie de la série. Il a tué les parents de Sasuke, l'un des personnages principaux. C'est à cause de lui que Sasuke est parti du village. Itachi, il est vraiment sur notre liste noire des plus gros enfois de la série. Au moment où il va mourir, ça va être super jouissif. Il meurt, c'était jouissif. C'était incroyable. La scène était légendaire. Itachi qui était vraiment à bout de souffle. Il en pouvait plus, il voyait plus. Il marchait à peine. Il avait les poumons qui étaient explosés. Il fait sa petite tape sur le front de Sasuke avec le sourire. Et il est en mode désolé Sasuke, ce sera pour une prochaine fois. La première fois, on l'a pas vu. On était en mode on l'a vu chuchoter, mais on n'a pas vu ce qu'il a dit. Et la deuxième fois, quand Obito lui raconte l'histoire, là on a vu. Et du coup, tout devient clair. Et là... apothéose. C'était vraiment une mort qui était ultra impactante sur le personnage d'Itachi, sur les lecteurs, sur les personnages dans l'univers, parce que Kakashi, tout ça, ils étaient choqués de fou. Et ouais, non, vraiment, la scène, elle a été ultra triste. Je comprends pourquoi beaucoup considèrent que c'est la meilleure des morts possibles. Et ouais, vraiment, cette scène, elle était limite parfaite. C'était genre potentiellement l'une des morts les plus parfaites que j'ai vues. Il y a littéralement zéro défaut. Il n'y avait rien à changer. Elle était incroyable. Donc, je pense pas pouvoir la placer plus bas que candidat. Et non seulement elle est candidate, mais en plus c'est une très sérieuse favorite au titre de GOAT. Et la deuxième mort d'Itachi, en vérité, elle est au moins aussi bonne. Parce que le truc, c'est que ça reste en fait dans la même continuité que sa première mort. La première fois, en fait, si vous voulez, on prenait Itachi vraiment comme un gros enfoiré et en fait, on voulait qu'il meure. Là, la deuxième fois, on s'est dit, mais oui, attends, là, il va mourir, il va repartir en fait une deuxième fois après avoir protégé son village. On était en mode, mais jusqu'où tu vas, mais où tu vas t'arrêter, mec? À un moment, t'as déjà tout fait pour ton village, t'as tout fait pour le monde ninja. Arrête, tu peux t'arrêter, tu peux reposer en paix. Mais non, lui, il continue. Et là, il va voir Sasuke.
Et plutôt que d'essayer de manipuler Sasuke comme il a fait juste avant, cette fois il a compris, il a appris de ses erreurs et il était en mode bah vas-y, fais tes choix. Fais tes choix, peu importe tes choix, moi je serai toujours là derrière toi parce que moi je t'aimerai toujours. Cette scène était légendaire et plutôt que de placer ses doigts sur ses yeux, parce qu'en fait il partait pour placer sur ses yeux, sur son front, plutôt que de placer ses doigts sur son front, il lui attrape carrément la tête. Là c'était vraiment, on passe à un nouveau palier. Et là Itachi, il peut partir ultra sereinement. Là il est en mode oui c'est bon, il va enfin pouvoir passer à autre chose et ça c'est cool. Et du coup je pense que cette scène a eu au moins autant d'impact que la première mort d'Itachi, si ce n'est peut-être un petit peu plus. Donc en vrai pour moi les deux se valent vraiment beaucoup et ça va être très très dur de dire laquelle est la meilleure selon moi. Dans tout, ouais bon, finalement je vais peut-être continuer un petit peu parce que là je vois on a encore un petit peu de marge. Je vais faire encore 2-3, je me demande si je ferai pas ces deux morts là puis je laisserai Jiraiya pour la suite. Non je vais faire Jiraiya, je vais aller jusqu'à Jiraiya. Parce que Jiraiya ça va être un gros morceau également puis ensuite on finira avec le reste. Alors, dans tous les cas, oui, j'avais pas forcément besoin de beaucoup argumenter. Tout le monde savait qu'elles allaient être dans Candidate. C'était obligé. Mais bref. Ensuite, nous avons la mort de... Alors lui, comment il s'appelle? Le frère d'Hashirama et Madara, c'était... Kawahara? Un truc du genre? Attends. Naruto... Kawahara? Un truc du genre? Pas Kawahara. Ah non, la honte. Attends. Hashirama. Itama, mais oui, oh là là. Mais c'est qui Kawa? Bah Kawahara, c'est pas justement l'autre? Attends, il y avait names. Ah c'est génial, bah à la limite je peux aller sur le Naruto Wiki. Je perds tellement de temps, c'est n'importe quoi. Je perds tellement de temps mais j'avoue qu'en fait sinon je vais pas avoir... je vais pas me sentir bien. Kawarama, voilà, et c'est lui du coup. Ah bah il me semble qu'il est... je crois l'avoir vu. Bah en vrai je pense que je pourrais peut-être même le compter en même temps. Ouais, je vais le compter en même temps parce qu'au final c'est un petit peu la même chose. Enfin, PTDRTeki ce sera pour Kawarama du coup. Parce qu'en vrai lui on l'a pas vu, on sait même pas comment vraiment il est mort. On sait que c'est contre les Uchiwa sûrement. Mais on n'a pas vu les circonstances. Lui on l'a vu un petit peu plus, on a vraiment vu en fait la panique dans ses yeux. On a vraiment vu en fait la tristesse d'Hashirama à ce moment-là. Donc lui sa mort était à mon sens un peu meilleure, c'est-à-dire moyenne peut-être. Alors oui, je sais, c'est un personnage qu'on a quasiment pas vu et le mettre à côté d'Azuma, Deidara et tout, ça peut sembler un petit peu abusé. Mais d'un côté, je pense que c'est un petit peu mieux que Bof Bof en fait. À la limite, je peux peut-être la placer dans Bof Bof. Mais en fait, ce serait au-dessus de toutes celles-ci. Hein. Je pense qu'à la fin, si j'y pense, je vais essayer de classer en fait dans les différentes catégories, dans les différents classements. Je vais essayer justement de classer par ordre par ordre de préférence les morts. Pour voir du coup laquelle est la meilleure dans chaque catégorie. Et ouais non franchement Itama... en vrai elle était un petit peu impactante parce que c'est là qu'on a vu la cruauté des Senju. On a vu, je crois que c'était 4 adultes Senju qui étaient devant un gamin en pleurs. Et ils en avaient mais rien à faire. Et le pire c'est qu'on peut même pas leur en vouloir. Parce qu'il y a tellement d'enfants qui sont morts du côté des Uchiwa. Que en vrai, bah vas-y, c'est un enfant, tant pis, hein, il assume, il a voulu devenir ninja, il assume quoi. Donc en vrai, ouais, je comprends. Ensuite, nous avons la mort, alors je pense que c'est Izuna. La mort d'Izuna, où est-ce que je pourrais la placer? La mort d'Izuna, en vérité, ça a énormément conditionné le personnage de Madara, donc d'un côté, c'est cool. Mais je suis en train de chercher là. Je suis en train de me battre avec Loki également, hein, mais ça vous avez l'habitude. Ah c'est dur. Izuna c'est dur parce qu'en fait on n'a rien sur lui, on sait juste que c'est le frère de Madara. On sait juste que ouais ça a eu beaucoup d'impact sur le personnage de Madara, mais ça a eu un petit peu plus d'impact à mon avis qu'à la mort j'ai oublié son nom, Itama. Ouais, de la mort d'Itama, mais
à la limite je la mettrais dans moyenne, parce que c'est pas comme si c'était une mort épique, c'est pas comme si c'était une mort qui avait un gros impact sur l'œuvre en général. Ouais, non, franchement. Attention, hein, qu'on soit d'accord, il y a eu un impact, évidemment. Parce que du coup, Madara, il a eu beaucoup plus de mal à accepter la paix entre les deux. Je suppose que quand il est parti du village, il a compris que voilà, la mort d'Izuna était un bon gros vecteur pour partir. Pendant la Grande Guerre, il était en mode ah, Tobirama, j'avais oublié, c'est toi qui as tué Izuna, hein, un petit con. Tu vois, ça a eu un impact, forcément. Mais est-ce que ça a eu un si gros impact que ça ? Est-ce que ça a eu un impact auprès des lecteurs ou des spectateurs, peu importe, bof. Hein. Mais selon moi, ça a eu peut-être un petit peu plus d'impact qu'Itama, donc je vais la placer un petit peu au-dessus. Mais en vrai, je pense que je vais faire une catégorie entre les deux. Voilà. Catégorie, on va dire c'est la moitié. Bon, je vais pas modifier les couleurs, mais en vrai, celle-ci ici, puis à la limite, je la mettrais peut-être ici. Cette mort. Ouais, ça me paraît un petit peu plus correct. C'est là le 1,5, c'est vraiment l'entre-deux, hein, qu'on soit d'accord. Mais voilà. Bah écoutez, il nous reste plus que Jiraiya. On va pouvoir traiter Jiraiya, bah la mort de Jiraiya. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est obligatoirement dans Candidat. Le truc, c'est que Jiraiya, en fait, pendant ce combat, on a vraiment capté à quel point Jiraiya était un personnage qui était trop cool. Le fait qu'il meure de la main de son élève, le fait qu'il fasse une rétrospective de sa vie en mode bah vas-y, Tsunade n'a jamais accepté mes avances, Orochimaru n'a jamais n'est pas resté au village, j'ai échoué en le ramenant, le troisième Hokage est mort, mon élève est mort. Voilà, je suis vraiment un ninja pourri et tout. Et puis finalement, à la fin, il met tous ses espoirs en Naruto, son élève le plus... Bah, celui qui a le moins de potentiel, mais au final qui a le plus de cœur. Et du coup, c'est quand même plutôt impactant. Le fait qu'il meure, le sourire aux lèvres, les larmes de Naruto qui perd pour la première fois quelqu'un. Oh, c'était terrible. Non, vraiment, cette mort était... Ah, elle était phénoménale. C'est selon moi vraiment l'une des scènes les plus tristes qui existent dans Naruto, peut-être même l'une des scènes les plus tristes qui existent dans tous les mangas que j'ai vus, parce que vraiment elle était super touchante. Le fait de voir Jiraiya, attendez, j'ai pas envie de rouvrir des plaies, mais vraiment ce sourire, alors pas celui-là, elle est où elle est où? Moi je veux le voir au fond de l'océan en train de sourire. Voilà, et celle-ci, regardez-moi ça, quoi. Comment on peut rester de marbre devant ce genre de truc? Oh, incroyable. Non, vraiment, elle mérite carrément sa place en tant que candidat au trône. Et puis voilà, après, bon, j'ai pas forcément besoin d'argumenter tant que ça sur ce type de mort, parce que tout le monde sait que c'est une mort qui est phénoménale. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Là, il nous reste... attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 morts, en sachant que bon, il y aura ceux du son qui vont quand même aller assez vite et tout. Puis là, on a quand même passé les mastodontes, Itachi, Jiraiya, le clan Uchiwa. Ça fait quand même pas mal de candidats déjà. Je vais peut-être refaire une catégorie en dessous, en fait, entre candidats excellents par la suite, pour voir si je pourrais pas déjà faire un premier tri. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Normalement, votre vidéo à vous sortira le lendemain. Celle-ci devrait sortir le mercredi et la suivante, du coup, le jeudi. Je pense que je vais tout faire en 2 vidéos. Là, la vidéo va faire normalement 1 heure, approximativement. Et la vidéo d'après devrait faire également 1 heure, donc on est dans les timings et tout se passe bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, des bisous les gens, prenez soin de vous, puis on se retrouve demain pour la suite et puis pour la fin. En tout cas, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire évidemment ce que vous pensez de cette tier list, qui vous auriez mis au-dessus, en dessous, qui est selon vous la mort la plus triste, même si c'est une mort qu'on n'a pas encore abordée, vous pouvez, dans tous les cas, moi je lirai vos commentaires et puis je verrai un petit peu si on a le même avis. Et normalement, je vais tourner cette vidéo le mercredi, donc bien se passer. Allez, des bisous!